Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 22 juillet, je vous propose de revenir tout d'abord sur les résultats des élections sénatoriales au Japon, une défaite pour la coalition au pouvoir dirigée par le Parti libéral-démocrate et son président, le Premier ministre Shigeru Ishiba. On s'intéressera ensuite au projet controversé de méga-barrage au Tibet, projet dont la construction a été inaugurée samedi dernier par le Premier ministre chinois Li Qiang. Nous irons aussi au Cambodge pour revenir sur les récentes arrestations de suspects en lien avec des réseaux d'arnaques en ligne qui sévissent de manière particulièrement inquiétante depuis quelques années au Cambodge et dans l'Asie du Sud-Est. Et enfin, nous finirons notre petit tour de l'Asie-Pacifique en mer de Chine méridionale, aux Philippines, où les États-Unis se sont engagés à construire 2 sites de réparation et d'entretien pour les navires militaires philippins, dans un contexte de tensions constantes entre Manille et Pékin dans la zone. La coalition du Parti libéral-démocrate et de son allié, le Komeito, a perdu la majorité à la Chambre des conseillers, chambre haute de la diète japonaise, à l'issue du scrutin qui s'est déroulé dimanche. La coalition menée par le Premier ministre Shigeru Ishiba a échoué à atteindre son objectif de majorité simple à la Chambre et a remporté 47 sièges en plus des 75 qu'elle occupait déjà. Après une autre défaite électorale à la Chambre basse en octobre dernier, la coalition est donc désormais minoritaire à la Chambre haute et à la Chambre basse du Parlement japonais, une première depuis 1995. Le Parti libéral-démocrate a récolté les fruits d'une situation économique morose, caractérisée par la hausse des prix et notamment du prix du riz, la stagnation des salaires et la hausse des prix de l'immobilier, mais aussi la menace des droits de douane américains avec 25% de taxes supplémentaires qui entreront en vigueur à partir du 1er août. En parallèle du mécontentement envers le gouvernement, on observe aussi une percée du parti populiste et anti-immigration d'extrême droite Sanseito, qui est passé de 2 à 14 sièges, malgré une crise de la natalité et un vieillissement de la population qui rend désormais la main-d'œuvre étrangère indispensable pour faire tourner l'économie et notamment le secteur des services au Japon. Le quotidien japonais Asahi Shimbun a indiqué que selon un sondage réalisé par le journal, beaucoup d'hommes de la génération de ce qu'on appelle l'ère glaciaire de l'emploi au Japon, une période qui va de 1994 à 2004, où les jeunes diplômés ont eu extrêmement de mal à trouver un emploi ou ont perdu leur premier emploi suite à la bulle économique, ont voté pour le Sanseito. Le quotidien précise que les hommes dans la quarantaine et la cinquantaine ont représenté 42% des électeurs du Sanseito pour ce scrutin. En parallèle, le Parti démocrate du peuple, le Kokuminto, un jeune parti progressiste fondé en 2018 et qui se présente comme une 3e voie, a aussi progressé en passant de 17 à 22 sièges. Mais son président, Yuichiro Tamaki, a d'ores et déjà déclaré dimanche que son parti ne travaillerait pas avec le gouvernement Ishiba. Malgré une position précaire, le Premier ministre, dont le taux de popularité reste faible, a présenté ses excuses suite à la défaite, mais exclut pour l'instant de présenter sa démission. Reste à voir si le gouvernement cherchera de nouveaux partenaires de coalition pour se maintenir au pouvoir. Le Premier ministre chinois Li Qiang était samedi dernier à Ningxi, dans le sud-est de la province autonome du Tibet, pour inaugurer la construction d'un projet controversé de méga-barrage sur le fleuve Yarlung Tsango, plus connu sous son nom indien de Brahmapoutre. Il s'agit d'un projet colossal de 143,6 milliards d'euros, nécessaire pour construire et aménager 5 centrales hydrauliques sur ce long fleuve qui prend sa source dans l'Himalaya, longe horizontalement le Népal du côté de la frontière chinoise pour ensuite passer en Inde et au Bangladesh. Il s'agira, une fois construit, du plus grand barrage au monde puisqu'il aura une capacité de génération d'électricité plus de 3 fois supérieure à celle du barrage des Trois Gorges
qui avait coûté seulement, entre guillemets, 37 milliards d'euros. Le barrage, qui doit commencer à fonctionner dans les années 2030, sans qu'une date plus précise n'ait été donnée pour l'instant, a été présenté par le gouvernement chinois, qui a donné le feu vert au projet en décembre dernier, comme un moyen d'avancer vers l'objectif de décarbonation de la Chine, qui dépend encore beaucoup des énergies fossiles, et notamment du charbon, et qui est actuellement le plus grand émetteur de CO2 au monde. Le gouvernement affirme que le projet permettra, en plus d'alimenter en électricité les provinces voisines, de stimuler l'emploi dans la région et l'économie en général grâce à la construction. Le barrage permettra aussi à la Chine de mieux contrôler les ressources en eau de la région, ce qui inquiète d'ailleurs l'Inde et le Bangladesh, situés en aval du fleuve, qui craignent des disruptions du débit et des risques d'inondation et de sécheresse, comme ce qui est arrivé avec le Mekong après la construction par la Chine d'un barrage en amont. Le barrage représente aussi un risque pour l'agriculture, pour l'accès à l'eau potable, mais aussi pour la biodiversité, alimentant les craintes des pays voisins et des organisations de protection de l'environnement. Au Cambodge, les forces de l'ordre continuent la campagne visant à démanteler les réseaux d'arnaques en ligne qui pullulent dans le pays et dans la région. Le quotidien local Khmer Times a indiqué hier que 2767 suspects avaient été arrêtés dans 52 lieux différents à travers le pays depuis le 27 juin. On compte parmi ces chiffres de nombreux ressortissants chinois, vietnamiens, indonésiens, bangladais ou encore pakistanais et d'autres nationalités d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud. RTI a indiqué la semaine dernière que 75 Taïwanais se trouvaient parmi les suspects arrêtés. Il faut aussi rajouter à ces chiffres 2418 autres personnes arrêtées au cours des 6 premiers mois de l'année, la plupart des étrangers, puisque 2322 d'entre eux ont été expulsés vers leur pays d'origine. Ces centres d'arnaque fonctionnent grâce à des réseaux de trafic humain et de travail forcé, attirant des ressortissants de différents pays d'Asie avec des offres d'emploi attractives mais mensongères, et en pratiquant ensuite la torture pour les garder sur place. Un rapport publié le mois dernier par l'ONG de protection des droits humains Amnesty International a alerté sur l'ampleur de ces centres d'arnaque qui ont émergé dans la région au cours des dernières années et précise qu'au moins 53 centres sont gérés par des groupes mafieux et impliquent du travail forcé, de la torture, de la détention illégale et de l'esclavage et même du travail des enfants. Le rapport, publié après 18 mois d'enquête, accusait l'État cambodgien de complicité avec les violations des droits humains perpétrées par des groupes criminels chinois. Le quotidien Khmer Times a indiqué que les vagues d'arrestations n'avaient pas permis d'appréhender les responsables de ces réseaux, rapportant, je cite, que l'efficacité des opérations faisait l'objet de questionnements, aucun des cerveaux derrière ces arnaques n'ayant été appréhendé. Cité par le quotidien, le ministre de l'Intérieur, Touch Sokak, a reconnu qu'il était difficile de remonter au cerveau de ces opérations, les responsables se protégeant derrière des entreprises d'apparence légale. Le ministre a affirmé que les autorités devaient poursuivre leurs efforts et qu'il fallait également plus de coopération régionale mais aussi internationale pour combattre des réseaux criminels qualifiés de sophistiqués. L'agence Associated Press a indiqué que la marine américaine allait construire 2 sites de réparation et d'entretien de navires militaires philippins à Quezon et dans la baie d'Oyster, dans la province de Palawan, située en bordure de la mer de Chine méridionale. L'ambassade américaine aux Philippines a affirmé mercredi dernier que le projet s'inscrivait dans le traité bilatéral avec les Philippines et dans l'objectif de maintenir un Indo-Pacifique libre, ouvert et résilient. L'île de Palawan est située à 80 km de l'archipel des îles Spratly, des îles revendiquées dans leur totalité par Pékin, même s'il existe aussi des revendications du Vietnam, de la Malaisie, du Brunei ou encore de Taïwan. La marine et les gardes-côtes des Philippines déploient régulièrement des navires militaires et des bateaux de patrouille de garde-côtes pour défendre leurs intérêts dans la région et contrer les ambitions croissantes de la Chine. Les îles Spratly ont aussi été le théâtre de plusieurs incidents entre la Chine et les Philippines au cours des dernières années, et notamment en mars et juin 2024, avec une série d'accrochages autour d'une mission de réapprovisionnement des gardes-côtes philippins au large du banc Second Thomas,
aussi connu sous le nom d'atoll Ayungin aux Philippines. Les États-Unis et les Philippines entretiennent une coopération militaire étroite avec un traité de défense mutuelle qui date de 1951, selon lequel les États-Unis se sont engagés à aider leurs alliés philippins en cas d'attaque armée. Les deux pays ont aussi signé un pacte de défense en 2014 qui permet aux forces armées américaines de faire des rotations et de stocker des équipements dans 9 sites militaires philippins désignés, dont un proche de Taïwan. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.